Garder des nanars, en parler et s'assurer qu'ils ne tombent jamais dans l'oubli, c'est un sale boulot, mais quelqu'un doit le faire. Et aujourd'hui, à Vendredi Nanar, pour la première fois, un film de Uwe Boll. Et ce qu'il y a de fantastique avec Uwe Boll, c'est que tu peux prendre tous ces films, mettre les noms dans un chapeau, en tirer un, et t'es sûr de tomber sur un nanar. Un film qui échoue en tant que film d'action et film d'horreur, de 2005, avec Christian Slater, Tara Reid et Stephen Dorff, Alone in the Dark. Et ça commence maintenant. Le film commence sur un scroll. Le scroll le plus long de l'histoire du cinéma, je pense. Un scroll qui te mélange encore plus en tant que spectateur. Tu comprends pas plus ça va être quoi l'histoire du film que tu vas regarder. Donc retenez une tribu autochtone qui s'appelle les Aznakis et le Bureau 713. Ce sont des âmes égarées qui attendent le moment où on les rappellera. Flashback 22 ans plus tôt. Oui, il y a déjà eu un scroll, mais on commence avec un flashback. Ça, c'est de l'ambition pour un réalisateur. On est dans un orphelinat où une bonne sœur va laisser le professeur Hodgins kidnapper 20 gamins. Non, c'est ça la prémisse du film, là. 20 gamins vont être kidnappés par le professeur Hodgins, et sur les 20 gamins, il va en manquer un. Donc, en réalité, il y en a juste kidnappé 19. Ils étaient 20 avant le transport, et maintenant ils sont 19. Il en manquait un à l'appel. Crétin! Parlant du gamin qui s'est échappé, eh bien, on voit Christian Slater se réveiller dans un avion. Ma mère me dit sans arrêt qu'il ne faut pas avoir peur du noir. Avoir peur du noir, c'est précisément ce qui nous maintient en vie. La mission dans la vie de Christian Slater, c'est de nous protéger contre les choses que nous ne connaissons pas. Et quand on lui demande « Mais que fais-tu dans la vie, Christian Slater? » Eh bien, voici ce qu'il répond. Je bosse dans le paranormal, je fais des recherches. Et justement, dans le taxi, il va se rendre compte qu'il est poursuivi par un autre taxi. Et le chauffeur de taxi fait fuir de toute logique et décide de rentrer dans une chasse-poursuite avec l'autre taxi. La solution de Slater, c'est de se rendre au marché, là où il y a du monde. C'est vachement logique, OK? Couchez-vous! Apparemment, les lois de la physique ne s'appliquent pas au personnage de Christian Slater. Les lois de la physique ne s'appliquent pas non plus aux mecs qui le pourchassent. Et là, en tant que spectateur, tu te dis, putain, ça veut dire qu'on va voir des mecs faire des trucs à la Matrice tout le film, là? Absolument pas. C'est la seule fois du film où tu vas voir des trucs comme ça. Christian Slater va bien sûr finir par le tuer en plein marché. On nous présente maintenant Tara Reid. Eh ben oui, en 2005, elle était toujours en vie. Et on sait que Tara Reid va jouer une fille intelligente dans ce film-là parce qu'elle porte des lunettes. Non, il doit y avoir une erreur. C'est sûrement pour l'expo sur les Abkhani. Les Abkhani, c'est... Hodgins, lui, est sur un bateau et il va trouver un sarcophage. Le sarcophage est recouvert d'or. Les marins qui sont là, qui ont une logique assez logique, se disent s'il y a de l'or sur le sarcophage, ça veut dire que ce qu'il y a dans le sarcophage vaut encore plus cher. Donc les mecs vont ouvrir le sarcophage. Une jolie idée de débile. Oh mon Dieu. Parallèlement à tout ça, des gens vont arrêter de faire ce qu'ils faisaient pour partir sur une mission qu'on ne comprend pas. Genre, il était dans un club vidéo où il faisait la vaisselle et tout d'un coup, il se casse. Heureusement pour vous, j'ai vu le film au complet et j'en viens à la conclusion que ces gens-là, c'est les 19 personnes qui ont été kidnappées à l'orphelinat au début du film. C'est une hypothèse, c'est pas moi qui ai écrit le film, mais c'est pas vraiment confirmé plus tard dans le film non plus. On arrive maintenant au Bureau 713 en charge des enquêtes paranormales, une agence gouvernementale secrète. Le chef de la section, Monsieur Stephen Dorff, et on sait qu'il va être badass parce qu'il a des mèches blondes. Qu'est-ce qui vous arrive, Krasinski? Le rayonnement électromagnétique affole les instruments. J'ai jamais vu ça. Et Tara Reid, elle fait pas juste travailler dans un musée dans ce film-là, c'est également l'assistante de Hodgins et la copine de Christian Slater. Voyez-vous comment que le monde est petit? Je te croyais mort, espèce d'ordure. Le musée est sous attaque. Oui, je vous présente maintenant l'ennemi de ce film. Une pâle copie d'Alien, et je vais revenir à ça plus tard.
Apparemment, Christian Slater est un ancien de la section 713 et entre lui et Steven Dorff, il y a une petite tension. Tu serais pas devenu une lopette depuis que t'es plus au 713? Salut, toi, qui écoute Vendredi Nanar. Pourquoi ne pas t'abonner juste ici? Laisser un pouce bleu, partager la vidéo avec tes potes, activer les notifs, un petit message pour l'algo. Et on retourne maintenant à Alone in the Dark. Steven Dorff et Christian Slater ne sont pas les seuls avec un passé 713 ou un présent 713. Le professeur Hudgens a déjà été consultant pour la section 713. Quand je vous dis que le monde est petit, le monde est petit. Vous êtes un ancien agent du département sciences et espionnage, actuellement conseiller du 713. Je sais parfaitement qui vous êtes. On apprend maintenant quel est le nom des créatures qu'ils vont devoir chasser tout le long du film, et ils appellent ça des xénomes. Et moi je dis non, absolument pas. Tu peux pas modifier le nom xénomorphe parce que t'as pas les moyens de payer pour les droits. Et tu peux encore moins insulter le travail de Guy Guerre en mettant une merde comme ça dans ton film. Il y a des choses qu'on peut pardonner en tant que fan, et il y a des choses qu'on n'oubliera jamais. You Ball? Chose importante à savoir pour la continuité du film, les xénomes sont sensibles à la lumière. Et c'est pour ça qu'ils vont essayer de les tuer avec des lumières de Noël. Tu remettras 2 caisses. Maintenant, pause, métal et fusillade. Sincèrement, aucune idée pourquoi cette scène-là est dans le film, et tu te poses même la question sur quoi il tire à un certain moment donné. Et si un jour vous voulez travailler au bureau 713, eh bien maintenant vous connaissez la règle numéro 1. Quelle est la première règle qu'on t'apprend au bureau 713? Faites confiance à votre instinct? Tu crois vraiment que je suis une de ces créatures? Le personnage de Steven Dorff et le personnage de Christian Slater n'ont plus vraiment le choix de se faire confiance maintenant parce que Christian Slater a sauvé la vie à Steven Dorff. Il faut absolument jamais regarder ce film-là au ralenti. Uwe Boll utilise des images de synthèse pour les balles et ça se voit à 10 ans. C'est revu des mecs qui parlent dans un hélico. La technologie, c'est magnifique et maintenant, on va passer 5 minutes à nous montrer toute la technologie du bureau 713. Vachement impressionnant. Hudgens, maintenant, il a le contrôle des xénomes. Oui, parce que plus tôt dans le film, il s'est injecté avec du sang de xénome. Donc, si on suit la logique du film, il peut maintenant les contrôler télépathiquement. Si ça vous jette pas sur le cul, je sais pas quoi vous dire. Et Hudgens, ce qu'il va faire, c'est envoyer des xénomes attaquer les soldats du bureau 713. Pourquoi? C'est compliqué à expliquer. D'après moi, c'est parce qu'il veut aller dans la grotte que le bureau 713 protège. Alors pourquoi pas tuer tout le monde pour s'y rendre? Parfois, Tara Reid, dans un film, elle essaie de dire des choses intelligentes et c'est mignon comme tout. Et d'autres fois, Tara Reid, elle essaie de dire des choses sensées et tu y crois pas du tout. Il y a des portes qu'il vaut mieux laisser condamner. Comment tu sens la chose, Carmé? Tara Reid, Christian Slater et Steven Dorff sont en train d'essayer d'ouvrir une porte avec un artefact. Surprise, le professeur Hudgens arrive. Surprise, il tue un mec. Lâchez vos armes! Éloignez-vous de cette porte! Surprise, il veut prendre le contrôle de la porte. Oui, parce que en fin de compte, il veut être en contrôle de l'artefact, il veut savoir ce qu'il y a derrière la porte, il dit que ça fait 20 ans qu'il cherche ça. C'est ce que c'est, hein? C'est pas moi qui ai écrit le script. Hein? J'ai passé 20 ans de ma vie à faire des fouilles pour trouver cette clé. Donnez-la-moi! Et sans aucune surprise, Steven Dorff tue Hudgens. Je vous en prie, Hudgens! Soyez raisonnable! Arrêtez de penser aux conséquences! Mais la porte est ouverte et il rentre là-dedans. Et on a le droit à une pièce maîtresse du film, une scène incroyable au CGI qui équivaut au Seigneur des Anneaux. T'es sur le bout de ta télécommande en te disant quand est-ce que ce film-là finit enfin. Et dans le fond, c'est un énorme nid de xénomes. Et là, ils vont partir en courant. Pour se sauver de ça, Steven Dorff va laisser une bombe pour que ça pète. Quand ils sortent de la caverne, eh ben, c'est en plein jour. Il y avait juste à ouvrir les portes, laisser les xénomes sortir, puis ils seraient tous morts. Ils se sont fait chier à mettre des bombes pour rien. Et là, vous vous dites, est-ce que le film est fini? Non, le film est pas fini. Ils se retrouvent à marcher dans la ville et la ville a été évacuée.
On sait pas pourquoi, on sait pas par qui, et on sait surtout pas comment, parce qu'ils sont à Los Angeles. C'est pas une petite ville. Et comme un énorme fuck you aux téléspectateurs, Uwe Boll, dernière scène, en plein jour, Tara Reid et Christian Slater se font attaquer. Encore une fois, un exemple de ne pas toucher à des licences de jeux vidéo. Les mecs y arrivent pas, quoi. Et Uwe Boll, c'est un personnage assez particulier parce que sur le commentaire DVD, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il dit qu'il aurait dû prendre une actrice européenne à la place de Tara Reid parce que les actrices européennes, eux, n'ont pas peur de la nudité. Je répondrai à Uwe Boll en lui disant ceci. Dans le cas de Tara Reid, la nudité, c'est sûrement le dernier de ses problèmes. Moi, à ta place, j'aurais pris une fille qui savait jouer. Ce film-là est coté, je crois, à 1% sur Rotten Tomatoes. 1%, c'est un peu sévère, mais aux alentours de 10, c'est réaliste, je dirais. Mais Steve, calme-toi, ça doit être fait avec un budget de fan-film. Absolument pas. Ce film-là avait 20 millions de budget. 20 millions de budget. Donc, c'est déjà très dur de comprendre où cet argent-là est passé. Et comme je disais au début du film, ça échoue en tant que film d'action et en tant que film d'horreur. Est-ce que je vous le conseille? Eh bien, est-ce que vous avez une chaîne YouTube où vous faites des revues de nanars? Si la réponse à cette question est non, n'écoutez pas ce film. Contentez-vous de ce que je viens de vous donner. Vous avez tout vu ce qu'il y avait à voir dans ce film-là. Si vous êtes masochiste et que vous tenez absolument à le regarder, je ne prends aucune responsabilité des conséquences sur votre vie personnelle et sociale. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, activer les notifs, laisser un pouce bleu, un message, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.